Alors, concernant le sort des femmes captives, alors, comme toujours, il y a ici un énorme anachronisme et plusieurs amalgames ou faux postulats. L'anachronisme, c'est de comparer une femme qui, bien sûr, une femme libérée au XXe siècle, qui sort dans la rue, et donc qui sort de sa maison, qui ensuite revient à sa maison, et lorsqu'elle revient, elle, elle revient dans un climat sain, ou elle revient dans un climat sécuritaire, et lorsqu'elle est dehors, elle est exposée aux loups et aux fauves, et il arrive que elle se fasse violer par une personne qui, quand bien même est un bon citoyen, au moment du viol, eh bien, il devient un criminel, donc il commet un crime, et qui, d'un point de vue légal, est considéré en tant que tel un crime qui, dans la législation islamique, est passible de la peine de mort. Et donc c'est un crime odieux, et d'extrapoler ce cas de figure avec le cas de la captive. Alors je vais amener en quoi le cas de la captive il est différent, mais on pourrait rebondir en disant oui, mais là le cas de l'inceste, il ne correspond pas à la distinction que tu es en train de faire entre la femme qui sort de chez elle, qui se fait violer, et donc qui est censée rentrer chez elle dans un univers sain et sécuritaire, et le cas, par exemple, de la fille qui se fait violer par son père, et l'inceste, et donc c'est ce qu'on appelle l'inceste, puisque dans cette situation, eh bien, elle est dans son cocon sécuritaire, elle est dans son univers sécurisé, et malgré tout, eh bien, elle est victime d'un abus sexuel, et donc la distinction que tu vas y mettre, eh bien, elle est biaisée pour cette raison. Et on va comprendre là où je veux en venir. Dans le cas de la captive, il est le fruit d'un état de guerre. La guerre est un phénomène anthropologique, c'est-à-dire qu'il est propre à l'être humain, et qu'aucune civilisation, aucune société, aussi primitive ou aussi évoluée soit-elle, n'échappe à la guerre, et on le voit bien entendu dans les sociétés dites évoluées, qui nous promettent la fin de l'histoire. Qui dit la fin de l'histoire dit climat de paix. Alors j'entre pas dans la dimension propagandiste et messianiste de ce postulat. Et qui dit état de paix, donc l'abolition de la guerre. C'est une pure utopie. La guerre est un phénomène anthropologique. Et par rapport à cela, celui qui veut discréditer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, eh bien, il doit mettre en avant un élément qui... il doit mettre en avant un double élément. Le premier élément, il doit mettre en avant que cet élément lui est spécifique. Et le deuxième élément qu'il doit mettre en avant, c'est que non seulement il doit lui être spécifique, mais il doit être condamné par, de façon universelle, par toutes les civilisations et toutes les sociétés. Et pour ce qui est
des gens du livre, ils doivent démontrer que ces actes odieux dont serait coupable le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'ils soient condamnés par la Bible. Donc c'est valable pour le mariage précoce, c'est valable pour la polygamie, c'est valable pour la guerre, c'est valable pour la peine de mort, puisque les musulmans progressistes, lorsqu'ils sont acculés face aux pressions qu'exercent sur eux les sociétés modernes, eh bien, ils se mettent sur la défensive et pour se défendre, en vue de bénéficier des conforts de la société, eh bien, ils proposent un islam édulcoré, en disant que le prophète ne s'est pas marié avec une fille de 9 ans, que le djihad était défensif, que les peines de mort sont abrogées, et ensuite ils inventent des subterfuges concernant les captives. Et là, bien sûr, on est loin de la réalité du terrain, on est loin des phénomènes anthropologiques que j'ai mis en avant, et qui est la polygamie, qui est un phénomène anthropologique universel. Il y a même un auteur contemporain occidental qui a consacré un usage sur la polygamie dans diverses civilisations, notamment de l'Antiquité. Et concernant le mariage précoce, et c'est également inhiber un phénomène anthropologique qui est que la fille, elle se marie dans les sociétés primitives, mais aussi jusqu'à récemment, jusqu'à la Révolution française en France, eh bien, la fille, elle se marie tôt. Et que signifie se marier tôt? Eh bien, en Occident, se marier tôt, c'est se marier à l'âge de 12 ans. On va nous dire, oui, mais 12 ans, ce n'est pas 9 ans. Oui, mais le fait est que les mêmes docteurs de la Bible, exégètes et commentateurs de la Bible, qui mettent en avant que l'âge de mariage biblique est 12 ans, ils nuancent malgré tout en disant que c'est valable, notamment pour la région du Moyen-Orient. Mais lorsqu'on descend plus bas, vers le sud, eh bien, les filles, donc dans la péninsule arabique, les filles, elles sont plus précoces. C'est ce qui fait descendre l'âge de mariage des filles de la péninsule à 9 ans. Ça, ce sont des commentaires de la Bible qui disent cela. Et donc, ce phénomène anthropologique, il a lieu jusqu'à la Révolution française. C'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, l'âge où la maturité maritale ou l'âge où la maturité sexuelle, eh bien, il est à 12 ans. C'est un thème qui a été développé par Ambroise, qui fait preuve d'un pragmatisme extraordinaire, donc ce qui fait de lui un visionnaire, et un pragmatisme taymien. Donc c'est le père du nominalisme, et en vérité le nominalisme existait déjà dans l'Antiquité, puisque c'est un phénomène anthropologique. C'est que face au formalisme, en réaction ou du départ, puisque c'est un sentiment qui est naturel, eh bien il y a une vision pragmatique et nominaliste. Et c'est le cas d'Ambroise, qui disait que pour la maturité sexuelle, eh bien il faut l'envisager au cas par cas. Nous sommes loin du formalisme moderne qui impose cette majorité à 18 ans, en sachant que jusqu'à la Révolution, elle était à 12 ans,
Et peut-être que les campagnes napoléoniennes en Égypte, où Napoléon et on va dire ses experts, ils ont été en contact avec l'érudition musulmane. Il est possible, c'est une piste possible sur la question. Il est possible que Napoléon il a été influencé par le fiqh malikite qui impose l'âge marital ou de mariage ou sexuel à 15 ans. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être pas du vent de Napoléon, mais sous je sais plus si c'est le Second Régime, eh bien l'âge de la puberté, il a été transposé ou il a été décalé à l'âge où il a été différé à l'âge de 15 ans. Et que s'est-il passé entre-temps? Qu'est-ce qui a fait que l'âge de la maturité il est passé de 12 ans à 15 ans? Déjà, il y a la volonté humaniste de déconstruire la famille traditionnelle et le patriarcat. Donc, de façon implicite, on encourage l'adultère et la fornication. Mais il y a aussi un phénomène concomitant qui est anthropologique et qui est que les sociétés primitives, elles répondent aux besoins primaires. Et lorsqu'elles répondent aux besoins primaires, eh bien, il y a une adéquation entre la majorité sexuelle ou la majorité physiologique et la majorité psychologique qui font qu'à 12 ans, eh bien, la fille est une femme, psychologiquement et physiologiquement. Et c'est ce qu'il, bien sûr, on ne parle pas ici de la péninsule, et c'est ce qui la prédispose au mariage. Mais avec l'évolution avec la révolution industrielle, et même si bien sûr ça ne s'est pas fait dans toutes les couches de la société, même si ça n'a pas été de tout repos, même si j'extrapole un peu dans le repos, mais la révolution industrielle, elle a permis d'assurer les besoins primaires et elle s'est penchée vers les besoins tertiaires, et à mesure qu'elle a assouvi cette deuxième catégorie des besoins qui est les besoins primaires, secondaires, et qu'ensuite elle a assuré les besoins tertiaires, et qu'elle a depuis récemment et qu'elle s'est complet des besoins quaternaires, eh bien il y a eu un décalage entre la maturité physiologique et la maturité psychologique. Et ce décalage, il est conséquent, c'est la raison pour laquelle l'âge de la maturité ou de la majorité, eh bien, il n'est pas en adéquation avec l'âge, avec la puberté, comme ce fut le cas dans la société primitive, je viens de l'expliquer, mais il a été indexé à la majorité psychologique, c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau qui est propre à la révolution industrielle et à la société occidentale post-révolution française? Il faudrait étudier la chose. Mais en tout cas, il y a un décalage, de façon concomitante bien sûr avec la propagation de la débauche et de l'encouragement et de la promotion de l'adultère, de façon implicite. C'est ce que propose la société. Elle dit tu te maries plus tard, mais entre-temps, tu peux t'amuser, même si c'est implicite. Et en tout cas, il y a eu, c'est un effet de ces sociétés décadentes, matérialistes,
ou qui met en avant la dimension quantitative de l'homme au dépend de sa dimension spirituelle, Ibn Guénon a développé ses points avec brio, eh bien, il y a un décalage de l'âge du mariage. Donc, il est complètement anachronique, voire ridicule, comme s'est fendu Youssef Indy en voulant plaire à son auditoire, en pur démagogue. Il a affaire notamment à des catholiques, en leur disant oui, Aïcha, elle s'est mariée à 17. Il se rend compte que 17, c'est avant la majorité. Après, il dit 18. Il se rend compte que c'est trop court dans la société actuelle. C'est trop jeune à 18 ans. Et il dit voire 19. Donc là, il se complète dans le ridicule en se fendant d'un anachronisme terrible, horrible, qui consiste à comparer des sociétés primitives avec des sociétés décadentes dans lesquelles il y a une distorsion, où il y a un décalage entre la majorité physiologique et la majorité psychologique. Alors, je ne vais pas parler, ou ne vais pas développer la notion de peine corporelle, même si éventuellement je vais en dire un mot. Concernant les peines corporelles, j'ai étudié récemment un cas dans l'État de Californie, dans lequel Schwarzenegger, il me semble que c'est la Californie à vérifier, il était le sénateur, ah j'ai oublié, sénateur, je sais plus, gouverneur. Ouais. Donc Schwarzenegger était gouverneur de Californie. Alors bien sûr, il faut savoir qu'ici, il y a une grande part de propagande dans cette affaire. Il lui a refusé pour son anniversaire, un 16 janvier 1911, il lui a refusé la grâce en 2006, donc 40 ans après les faits qui lui furent reprochés. C'est un vieillard, il a 76 ans, il s'appelait, j'ai oublié son nom, tant pis. Et donc il lui refuse la grâce, on lui offre un plat de KFC, et comme par hasard, il y a un jour ou deux, on nous dit que le KFC passe au halal en France. Donc pour son dernier repas, on lui offre un plat KFC, c'était un Indien. Donc issu, pas de l'immigration, mais oui, c'est un natif, donc c'est un indigène. Et donc, il lui refuse la grâce. Et récemment, il y a le nouveau gouverneur de Californie, c'est l'État, j'ai oublié, peu importe en tout cas, c'est le principe qui compte. Il a aboli la peine de mort dans cet État. Il y a ici une volonté sous-jacente d'abolir la peine de mort. Et la propagande, elle se donne les moyens. Lorsque propagande, elle fait traîner une affaire et qu'elle envoie un homme sur la chaise électrique, mais bon, maintenant ils le font par injection létale. Lorsqu'il condamne une personne à mort, il reste dans le couloir de la mort pendant 40 ans et il est ensuite exécuté à un âge où il est très avancé, donc où il est vieillard. C'est-à-dire que l'effet escompté du départ, ici, il n'y est plus. C'est-à-dire que la famille de la victime, pour certains d'entre eux, peut-être même pour la plupart d'entre eux, s'ils sont âgés, eh bien, ils ne sont plus là. Pour certains d'entre eux, la plaie, elle est éloignée. Donc, le désir de vengeance, il est moins prononcé. Tu as affaire à un vieillard, donc ici, c'est la compassion qui prend le dessus. Voilà, et tous les éléments ici pour abolir la peine de mort. Donc derrière, il y a bien entendu une volonté perverse et sournoise. Je ne vais pas m'étendre sur ce point. Mais voilà, la peine de mort ou les peines corporelles, c'est un phénomène anthropologique. Donc de dire que le prophète, ce prétexte de sortir dans l'embriguerio, je ne sais pas comment on dit, de sortir de l'impasse dans laquelle les pressions islamophobes, elles acculent les musulmans en disant que
Les peines de mort, je ne sais pas comment ils interprètent ça, mais ils disent que la peine de mort soit elle est abrogée, soit elle n'est pas applicable pour l'apostat pour X ou X raisons et autres. En tout cas, il cherche à s'aligner avec la pensée moderne sur le cas de la peine de mort, alors que c'est un phénomène qui est purement anthropologique et qui n'est pas caractéristique ou particulier au prophète de l'islam et qui n'est pas non plus condamné par la Bible. Et pour revenir au sort de la captive, eh bien ici nous avons affaire à un phénomène qui est purement anthropologique, qui est le phénomène de la guerre. Pour ce qui est de l'islam et du djihad, c'est un phénomène qui est transcendant. Alors je ne parle pas des excès des uns et des autres et des abus. Je parle du principe en lui-même. Le principe de djihad, c'est un principe qui est transcendant. C'est-à-dire faire la guerre, qui est anthropologique, c'est-à-dire auquel personne n'échappe, aucune société n'échappe à la guerre. Eh bien, c'est qu'au lieu de faire la guerre à des fins séculières et pour des bassesses ou pour des raisons matérielles et cupides, eh bien le djihad, lui, il oriente cet instinct naturel en sachant que la vie sur Terre n'est pas une fin en soi. La vie sur Terre est pavée d'épreuves et s'il y a des malheurs sur Terre, c'est notamment pour mettre l'homme à l'épreuve. Donc il ne faut pas s'imaginer une vie utopique ou comparer les maux sur Terre avec un monde utopique, alors que la vraie utopie qui est proposée par la révélation, c'est le devenir de l'homme au paradis. Le monde utopique, c'est le paradis, le monde parfait, c'est le paradis. Et la vie sur Terre, elle est pavée d'épreuves. Et donc, l'islam, elle a orienté cet instinct de guerre qui est chez l'homme, elle l'a orienté à des fins transcendantes et nobles et saintes, qui est de défendre la parole de Dieu, ou défendre la cause de Dieu, ou se battre sur la santé de Dieu, du Tout-Puissant. Et il va sans dire que la guerre, c'est un événement qui est terrible et dont les conséquences, elles sont terribles, voire irréversibles. Mais si nous parlons d'un phénomène qui est anthropologique, qui n'est pas propre à la religion musulmane, et quand vous prenez le cas d'une captive, il ne faut pas faire cet anachronisme de la comparer avec une fille qui sort chez elle avec son jean ou sa robe, peu importe. Quand je dis sa robe, c'est pour dire que est-ce qu'il a une part de responsabilité dans l'acte qu'elle a subi. Alors c'est un long débat, on va pas le refaire ici. Donc elle sort chez elle avec son blouson en cuir et son jean et son Walkman, au travers d'une ruelle sombre, elle se fait violer. Eh bien ici, c'est un cas qui est littéralement différent de la captive. Et là, bientôt, on va intervenir avec le cas de l'inceste. Le cas de la captive, c'est une femme, voire une jeune fille, qui a été séparée, qui a été arrachée à sa famille après l'événement terrible d'une bataille. Elle a été arrachée à sa famille, elle a été arrachée à sa maison. Elle est complètement désabusée. Et là, eh bien, il intervient, parce qu'il existe chez l'homme un instinct très puissant, dont on ne se rend pas compte dans les sociétés de confort dans lesquelles nous vivons, qui est l'instinct de conservation. C'est un instinct qui est extrêmement puissant, il faut savoir. Il est peut-être même encore plus développé chez la femme. Pourquoi ? Parce que la femme, en tant que
que rôle, bien sûr on parle dans les sociétés primitives et normales, mais on parle dans les sociétés féministes, en sachant qu'il y a une dimension purement messianiste et propagandiste dans la propagation du féminisme, mais on ne va pas lourder notre propos, on ne va pas entrer dans ces considérations-là. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, eh bien le rôle de la femme, il est passif. La femme, elle est soumise. Et notamment, son rôle, il est de s'occuper du foyer et des enfants, ce qui n'est pas une mince affaire. Et en l'occurrence, elle a son instinct de conservation, il est extrêmement puissant. Pourquoi? Puisqu'elle est passive. Au contraire de l'homme qui, lui, il a en temps normal. On ne rentre pas dans les exceptions ou on ne rentre pas dans des constellations modernes dans lesquelles la femme moderne, elle se défend aussi. Mais on prend le cas des sociétés primitives. Et l'homme, lui, il a l'alternative, même si ce n'est pas toujours le cas, il peut être poltron ou autre, mais on va dire, il a souvent le cas de prendre l'épée et de se défendre. Et le fait que la femme, elle est passive, et qu'elle doit s'occuper de son foyer, et donc ici, il y a l'instinct de conservation qui est certes endormi, mais qui est extrêmement puissant, bien fait que la femme, elle développe peut-être de façon inconsciente un super pouvoir ou un pouvoir d'endurance et de patience qui peut-être n'est pas chez l'homme. Il est possible, alors il faut voir les études anthropologiques qui développent ce point, il est possible que le pouvoir de patience, il est plus fort chez la femme que chez l'homme, parce qu'elle a la charge des enfants, ce qui implique des choses qui n'impliquent pas chez l'homme. Et de par sa passivité et sa soumission, eh bien, ça lui impose de développer un esprit de résilience. C'est un thème actuellement, notamment pour pousser la guerre civile, de résilience et de résignation qui est extrêmement poussé. Et d'ailleurs, les sociétés modernes en ont fait l'expérience de cette espèce de résiliation qui est un instinct naturel de conservation, qui se développe, qui se déclenche au moment dans des moments extrêmes. L'ordinateur humain, il est extrêmement complexe. Alors, pour répondre aux athées, il est imparfait, certes, mais il est parfait dans son imperfection. Eh bien, le système d'autodéfense de l'ordinateur humain, il a plusieurs façons de réagir, notamment lorsque vous recevez un coup à la tête. La réaction de l'ordinateur, c'est de s'éteindre, et la personne perd conscience. Et dans le cas de... je vais d'abord exposer le cas moderne, et ensuite je vais l'extrapoler, ou je vais l'extraposer au cas de la captive. Et dans le cas, notamment par exemple d'une prise d'otage, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Parce qu'il y a une prise d'otage à Stockholm lors d'un cambriolage, lors d'un braquage d'une banque. Et d'ailleurs, elle a été transposée au cinéma, en sachant que c'est tout sauf anodin. Il n'y a rien de gratuit à Hollywood. Et donc, le syndrome de Stockholm qui consiste ou qui provoque chez la victime un sentiment d'empathie envers son agresseur, mais c'est pour des raisons de survie. C'est comme ça que l'ordinateur il est programmé pour parer à une situation extrême, comme celle qui est une prise d'otage. Et si on extrapole cela avec la captive, elle est face à une situation extrême. Elle a tout perdu. Aussi horrible soit-il, c'est un phénomène auquel n'échappe pas toute société qui est en guerre. À l'issue de la guerre, on est soit le vainqueur, soit le vaincu.
Et les conséquences chez le vaincu, même s'il y a certaines conséquences chez le vainqueur aussi, négatives, les conséquences chez le vaincu, elles sont terribles et irréversibles. Et notamment, il y a le cas des femmes et des filles qui ont perdu euh, tout ce qui était lié à leur univers. Elles ont perdu leur mari, donc elles ont perdu la sécurité, elles ont perdu leur maison, elles ont perdu leur confort, elles ont perdu leurs biens, leurs richesses, elles sont éventuellement séparées de leurs enfants. Donc ici, il y a un traumatisme psychologique qui est extrêmement puissant et qui est prévu par l'ordinateur humain. Et c'est là qu'intervient sa force de résilience, qui est une force chez la femme par rapport à l'homme. On va expliquer pourquoi. Et son instinct de conservation. C'est-à-dire que lorsque la femme elle est exposée au bon vouloir du vainqueur, ici nous ne sommes pas dans le cas de figure d'une femme qui passe dans la rue et qui se fait violer par un inconnu. Et qui ensuite, qui est censée rentrer chez elle dans sa cellule sécuritaire. Non. Ici, on est face à une femme qui a tout perdu. Et elle est face à un vainqueur en sachant que, naturellement, il y a une espèce, peut-être même de façon inconsciente, il y a une espèce d'admiration envers ce vainqueur. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, ce vainqueur? Eh bien, il a vaincu ceux chez qui je reposais ma confiance et sur qui je comptais pour me protéger. Donc ici, il y a une admiration latente envers le vainqueur. Et il y a cet instinct de conservation, c'est extrêmement puissant chez la femme et de résilience. Et en sachant que cette femme, elle a un statut, ce n'est pas comme le criminel qui après avoir commis son forfait, il s'en va s'il laisse la fille vivante, et s'il ne l'a pas agressée et frappée. La femme, la captive, elle a un statut. Si elle tombe enceinte, elle a un autre statut. Son fils, le fruit de cette union, il a un statut. Donc nous sommes loin de ce cas extrapolé qu'est le viol. Nous sommes même à l'opposé, c'est le jour et la nuit entre le cas d'une captive et le cas d'un viol. Et lorsque l'on veut extrapoler, comme le font les islamophobes, ils extrapolent la chose en disant oui, c'est un viol. Comme ils disaient, oui, pour le prophète, c'est un pédophile. Alors le musulman, il se met sur la défensive, notamment pour bénéficier des avantages sociaux. Il se met sur la défensive, il accepte cette extrapolation qui est complètement ridicule. Et souvent, il faut savoir que les attaques contre l'islam, souvent, ce sont de purs sophismes. Et c'est des sophismes auxquels, en temps normal, on ne pense pas. Donc le musulman, il est pris au dépourvu par ces sophismes. Et comme il y a une campagne extrêmement violente et un tapage extrêmement ou un tapage répétitif sur l'islam et les musulmans, et notamment en vue justement de leur faire des concessions et de propager en leur sein le progressisme, qui a bien entendu des objectifs messianistes, mais pour ne pas leur dire mon propos, je ne vais pas évoquer cette dimension-là. Eh bien, le musulman, face à ces sophismes, face à ces extrapolations, face à ces anachronismes, eh bien, il est pris au dépourvu. Et là, il commence les concessions et l'éducation. Alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Pour Aïcha, il n'y a pas lieu d'être. Aïcha, ici, son âge physiologique, il est en adéquation avec son âge psychologique. Aïcha, elle n'était pas en train de passer son permis de conduire. C'était pas la dernière heure où elle jouait aux jeux vidéo. Elle n'était pas avec, sa PlayStation et sa Nintendo.
C'est un monde qui est complètement différent. À cette époque, il n'y a pas l'éclairage. C'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, toute activité, on va dire loisir, cesse. Si tant est qu'il y avait des loisirs, le contexte, il est diamétralement différent. Pour l'extrapoler avec le cas d'une jeune fille qui joue à sa Nintendo, qui a 18 ans, espère passer le permis, en plus de ses diplômes, et qui, bien sûr, pendant son adolescence, elle compte sur une ou deux aventures amoureuses, qui éventuellement débouchent sur un acte sexuel, ou pas. Et donc, nous sommes dans des cas de figure qui sont littéralement différents, pour pouvoir les extrapoler. Et en cela, il est ridicule, et c'est même faire le jeu de l'islamophobe, que de s'en sortir de ce guêpier, de ces sophismes, d'arrondir les angles et de proposer une solution adultérée. Notamment, on m'a dit récemment qu'il y avait al-mukataba, c'est-à-dire que la femme, elle avait la possibilité de réclamer sa liberté. Mais ces perches bricolage, elles ne résoudent pas la problématique face à un islamophobe. S'il a un minimum d'intelligence, et c'est parfois et même voire souvent le cas, ce sont des arguments qui sont faciles à réfuter. Là, l'islam édulcoré proposé par ce musulman, ce pauvre musulman, sa défensive, eh bien, il va être malmené, il va être durement malmené. Il sera tellement malmené que ça va le perturber sur sa foi même. Et c'est le but recherché à la base. Donc il est ridicule de comparer le cas de la captive avec un viol. Et en quoi le cas de l'inceste, il ébranle notre propos? Eh ben, c'est que dans le cas du viol, j'ai dit que la femme était dans un univers sécurisé qu'à la maison. Ensuite, elle sort. Elle est censée rentrer dans son univers sécurisé. Et cela a été compromis par le fait qu'elle a été violée en cours de route. Là, bien sûr, on extrapole. Hein. Et ce cas de figure ne se vérifie pas dans le cas de l'inceste. Pourquoi? Parce qu'il se produit dans l'univers sécurisé qu'à la maison. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une femme qui était dans un univers sécurisé, qui a été qui a été extraite à son confort quotidien pour subir un viol. Puisque son viol, eh bien, il est mêlé à son quotidien et par les personnes qui lui sont extrêmement proches. Et en cela, il est différent du cas d'une femme qui sort et qui se fait violer dans la rue. Et donc, lorsque tu mets en avant que le viol, en général, il se produit dans la rue, et que son cas, il est différent de la captive, eh bien, on peut objecter que l'inceste, ce n'est pas un viol qui se produit dans la rue. Et malgré tout, malgré cette objection, le raisonnement y tient, qui est que la captive, elle change littéralement d'univers. C'est un univers qui devient complètement différent. Et c'est-à-dire que tous ses acquis sont chamboulés. Et là se développe en elle un instinct de conservation qui est extrêmement puissant, et qui est inconscient, et qui est caché, qui est camouflé. Il se développe qu'en temps voulu. Et l'un des exemples modernes, comme évoqué, ce sont les exemples des prises d'otages. Wallah al-musta'an. Wa alayhi at-tuklan.